qui différencie les gens qui militent pour Éric Zemmour des autres, c'est d'abord qu'ils y croient. D'abord, vous y croyez, après vous avez de la volonté, et vous savez que vous pouvez appliquer votre volonté au monde. Et donc, vous pouvez écrire l'histoire. Si vous croyez que vous pouvez écrire l'histoire, vous la faites déjà. Et si vous n'y croyez pas du tout, vous ne la ferez jamais. Samuel Lafont, bonjour. Bonjour David. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Reconquête sur YouTube, qui compte maintenant presque 60 000 abonnés. En grande partie grâce à vous, Samuel, parce que vous n'êtes pas tout à fait un invité comme les autres ici. Je m'occupe de la stratégie numérique, comme vous le savez David. Donc la stratégie numérique de la campagne d'Éric Zemmour repose sur 5 piliers principaux. Je les énumère rapidement. D'abord, il y a la création de contenu, dont fait partie le tournage de vidéos, par exemple. Il y a la mobilisation sur les réseaux sociaux. Il y a la création et la gestion des sites. Il y a l'emailing et ensuite il y a la gestion des contacts. J'en rajoute 2 éléments supplémentaires. Il y a toute la partie technique, donc c'est bien d'avoir un support technique qui puisse apporter un support justement à toute la campagne. Et également, on a une partie spécifique sur le big data qui nous permet de faire le lien entre le numérique et le terrain. Vous avez vraiment une très très grosse activité, donc la stratégie numérique, hein, vous l'avez dit. Mais on va revenir un petit moment sur vous avant de passer à votre occupation actuelle, parce que vous êtes jeune, vous avez 34 ans, mais vous avez déjà une grande expérience politique, un gros passé de militant. Vous étiez chez LR. On s'est rencontrés nous au printemps, je dirais 2021. La chaîne était déjà créée et vous l'avez reprise. On avait déjà fait 2 interviews, alors depuis on en a fait 17 ou 20 de plus. Et on a collaboré finalement très bien tout de suite. Moi à la fabrication et vous à la diffusion. Et c'est vrai que les audiences sont extraordinaires. J'espère que le mouvement et que vous-même êtes content de votre bébé parce que c'est devenu vraiment une vraie aide pour Éric Zemmour, pour notre candidat. Et complètement, les vidéos marchent très bien depuis le début, depuis que vous en occupez pour d'abord les amis d'Éric Zemmour, puis après la chaîne Reconquête. Ça marche très bien, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'audience, beaucoup d'engagement, c'est-à-dire beaucoup de Français qui commentent, qui partagent, qui likent les vidéos. Et effectivement, ça participe à la visibilité générale d'Éric Zemmour sur Internet. Et cette visibilité sur Internet participe à la visibilité générale d'Éric Zemmour dans la société et dans la campagne présidentielle. Oui, alors donc vous n'êtes pas du tout un invité comme les autres, vous êtes finalement le patron de cette chaîne, comme vous êtes le patron de plusieurs autres médias sur Internet. Vous venez donc des LR, vous connaissez bien Valérie Pécresse, vous avez travaillé à la région Île-de-France. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne numérique des Républicains, qui sont finalement un petit peu les concurrents quand même de notre candidat? Effectivement, moi je connais Valérie Pécresse puisque j'ai travaillé quelques mois à la région Île-de-France après avoir fait une campagne contre Claude Barthelone. Donc j'ai été recruté parce que j'ai fait une campagne contre Claude Barthelone, qui a aidé Valérie Pécresse à gagner. Je suis resté quelques mois et puis après je suis parti, j'ai continué mes études, j'étais à l'ESSEC et puis j'ai lancé le média en ligne Damoclès, qui est aujourd'hui le premier média de mobilisation. Donc un média qui fait des pétitions et de la mobilisation en ligne sur les réseaux sociaux. Ce que je pense de sa campagne aujourd'hui, c'est qu'en fait, ses équipes sont mis trop tard à faire la campagne, comme la plupart des autres de nos concurrents. La réalité, c'est que nous, on a commencé à mettre en place la stratégie numérique d'Éric Zemmour en mars 2021. Et vu le nombre de personnes qu'on a, et le taux d'engagement de ces gens-là, j'y reviendrai, on est certain que si les autres n'avaient pas plus de monde que nous et des personnes plus engagées, ils ne pourraient jamais nous rattraper. Même s'ils ont commencé, même ceux qui ont commencé leur campagne en septembre. C'était impossible pour eux techniquement de nous rattraper parce qu'en fait, après ça correspond juste à des compétences et du temps homme. La grande différence qu'entre la campagne d'Éric Zemmour et les campagnes de nos concurrents, c'est qu'on a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que les autres. On a des gens très compétents dans tous les domaines, des graphistes exceptionnels, des vidéastes exceptionnels, des gens qui interviewent très bien. On a des développeurs très bons. Donc on est en train de lancer encore bientôt une application. On lance de nouveaux sites, on a lancé un nouveau site aujourd'hui, Je vote pour. Et ça, les autres n'ont pas. Et en plus de ça, troisième élément, on a des gens qui sont extrêmement engagés, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps, tous les jours, à créer pour Éric Zemmour, à militer pour Éric Zemmour. Que ce soit sur le terrain physique, donc en tractant, en faisant du porte-à-porte et du collage, ou que ce soit sur Internet. Et ça fait une nette différence, parce que moi j'ai connu les autres campagnes, campagne de François Fillon par exemple, où certaines personnes sur Internet allaient militer en faisant 3-4 tweets dans la journée. Mais en fait, si vous passez plusieurs heures à militer sur Internet, vous ne faites pas que 3-4 tweets. Vous allez sur Twitter, vous allez sur Facebook, vous allez sur Instagram, vous allez sur TikTok, vous allez sur tous les réseaux sociaux, vous commentez, vous partagez les contenus, vous persuadez, vous faites en sorte de convaincre les Français pour qu'ils rejoignent le mouvement. Et c'est comme ça qu'en fait le mouvement a grandi. C'est parce qu'on a beaucoup de monde, des gens très compétents et des gens très engagés.
Oui, donc vous avez commencé beaucoup plus tôt que les autres et vous êtes beaucoup plus actif. Donc en gros, mathématiquement, ça finit par payer. Tout simplement, ils étaient incapables de nous concurrencer en fait. Et il y a plusieurs grandes étapes sur la stratégie numérique. En fait, on a vu dès le début les journalistes qui s'intéressaient à l'émergence d'Éric Zemmour nous posaient des questions en nous disant mais qu'est-ce que vous allez faire de différent? Donc même si on leur annonçait, ils avaient du mal à y croire parce que c'est facile de dire on va être meilleur que tout le monde, mais il faut faire ses preuves. Donc jusqu'à fin juin, ils avaient du mal à voir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Quelque chose qui a vraiment marqué les journalistes, c'est le grand collage massif national qui a eu lieu le soir du second tour des régionales. Ça a marqué les journalistes. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, vraiment fin juin, ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe, ils sont capables de coller partout en France. Donc ils sont intéressés à la campagne en général à partir de ce moment-là. C'était les GZ à l'époque. GZ et les amis d'Éric Zemmour, les deux ensemble avaient collé un peu partout en France. Et donc on arrive début juillet où les journalistes se posent des questions, disent, il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y en a toujours qui ne croient pas du tout, mais il se passe quelque chose. On est arrivé, tout le monde s'attendait à ce qu'en septembre, il y ait une rentrée politique habituelle, c'est-à-dire des universités d'été de tous les partis politiques, chacun fait son week-end et puis avance des propositions, voit le jeu des candidats, etc. En fait, c'est pas ça qui s'est passé. En 2021, en août, Éric Zemmour s'est rendu à l'université d'été d'Objectif France. Et en fait, tous les journalistes s'attendaient, tout le monde en a parlé. Et donc, dès fin août, la vraie rentrée politique, en 2021, contrairement aux autres années, c'était fin août. Et à partir de ce moment-là, on a pu dérouler parce que moi, je pense qu'une erreur qui a été commise par nos concurrents, c'est qu'ils ont cru qu'ils pouvaient attendre leur université d'été, qu'ils devaient attendre fin septembre pour commencer à faire campagne. Alors que nous, on a eu un mois où on a déroulé et on a mis Éric Zemmour partout en avant dans les médias, sur Internet. Et donc là, on a eu tout un mois où John il montait très bien sur Internet. Tout le mois de septembre où il a encore monté et au début du mois de septembre, on nous compare à Jean-Luc Mélenchon. À la fin du mois de septembre, c'était déjà fini. On était déjà devant Jean-Luc Mélenchon largement sur les réseaux sociaux. Je parlais de 5 piliers tout à l'heure. Les réseaux sociaux, c'est qu'un des 5 piliers, la mobilisation des réseaux sociaux. Et en fait, sur cet aspect-là où Jean-Luc Mélenchon avait été bon en 2017, on était déjà meilleur que lui. Donc à partir de là, les journalistes ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait. Et en plus, la chance qu'on a eue dans cette campagne, c'est qu'on a tous les jours des Français qui demandent à s'engager dans le numérique. Ils demandent de s'engager également sur le terrain, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur commune, dans leur village. Mais également sur Internet, tous les jours, on a des gens qui nous disent « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et à chaque fois, mon objectif, c'est de faire en sorte, avec tous les gens qui gèrent des personnes de cette équipe, tous les managers, c'est de leur trouver quelque chose à faire, systématiquement. Et on leur dit pas « Non, c'est bon, on est suffisamment nombreux, on est 5, on peut faire une campagne présidentielle. » Ce que font beaucoup d'autres. On dit en fait on n'est jamais assez. Aujourd'hui on est 1500, demain j'espère qu'on sera 1600, puis 2000. Et en fait on trouve toujours quelque chose à faire aux Français qui veulent s'engager. Ouais, donc il n'y a pas le monde réel d'un côté et le monde virtuel de l'autre. Les deux vont de pair et c'est comme ça que qu'on devient finalement presque le premier parti de France, je dirais, en termes d'action et de nombre de militants aujourd'hui, d'adhérents en tout cas. On est le premier parti de France. En fait on va atteindre les 120 000 adhérents de Reconquête. Je pense véritablement, il faut comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre le terrain numérique et le terrain physique. Et c'est une grande erreur qui est faite par beaucoup. C'est une fausse croyance. Moi, je dis souvent aux gens qui pensent qu'il y a une différence nette entre les deux, qu'il y a aussi des gens qui croient que la Terre est plate. Mais la Terre est pas plate. C'est comme ça. Mais c'est une fausse croyance. C'est pas grave, on peut avoir une fausse croyance, mais il faut le reconnaître. Et la réalité, donc, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux, et que quand on voit une campagne qui est réussie, donc on regarde des campagnes qui ont été réussies en France ou des campagnes à l'étranger, on voit que ce qui marche, c'est d'arriver à faire vraiment le lien entre les deux éléments. Donc, une mobilisation massive sur Internet qui permet de toucher beaucoup de Français pour les recruter, pour leur dire vous allez militer ici ou là, de créer du maillage, ce qui a été fait pour Reconquête. En fait, on avait déjà des Français un peu partout en France, via les amis d'Éric Zemmour et via GZ, qui étaient mobilisés. Mais grâce à Internet, on a pu être en contact très rapidement avec eux, donc créer un mouvement très rapidement, les mettre en action, donc dès avant l'été. À la rentrée, continuer à les mettre en action, recruter davantage, créer des cellules un peu partout, géographiques, pour avoir des personnes qui militent sur le terrain. Et en même temps, créer ces cellules sur Internet. On a Villepinte, le grand meeting de Villepinte, le 5 décembre, en une semaine, donc du dimanche 5 au dimanche 12 décembre, on a fait 60 000 adhérents. Ça, c'est grâce à Internet. On n'aurait pas pu le faire sans Internet. Et en fait, ça nous a permis de faire donc Internet, ce maillage très précis sur le territoire, où on sait exactement où sont les militants, où il peut nous manquer des militants, et donc de créer ce mouvement de masse, ce grand mouvement populaire, en soutien d'Éric Zemmour pour la présidentielle. Ouais, c'est fabuleux, alors que les autres partis auraient pu faire tout autant, puisqu'ils ont les mêmes moyens a priori que nous. On part ensemble sur la ligne de départ, mais bon, vous êtes plus rapide et plus puissant que les autres. Ça, c'est tout à fait évident pour tout le monde. Vincent Bresson écrit une sorte de pamphlet récemment où il met en cause, la stratégie numérique, il met en cause les vrais et faux adhérents. On ne sait pas très bien ce qu'il veut, ce journaliste infiltré, pour ceux qui n'en ont pas souvenir. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce gauchiste qui est venu chez nous sous couvert de journalisme? Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la stratégie, la tactique et les actions.
Et je pense qu'il fait partie de ces gens-là. Il n'a pas compris qu'en fait, en faisant une petite action, il faisait une erreur stratégique monumentale parce qu'il a mis au jour qu'on était largement devant les autres, pour ceux qui ne s'en étaient pas encore rendu compte sur Internet. Il a montré des cellules qui n'étaient pas connues du grand public, mais sans montrer véritablement ce qu'on faisait, parce qu'en fait, il n'avait pas d'informations. Il a parlé de cellules secrètes, je crois. Oui, alors il parle de deux choses. Il parle de Facebook et il parle de Wikipédia. Sur Facebook, on milite sur Facebook. Waouh, quelle découverte. Effectivement, on milite sur Facebook, sauf que lui, il était notamment sur des groupes Facebook, on a des pages Facebook, aussi des groupes Facebook, et en fait, lui, il avait accès à quelques groupes Facebook, puisqu'en fait, la manière dont on est organisé fait qu'il y a une personne responsable qui donne des groupes Facebook, qui indique des groupes Facebook à des personnes. Donc lui, il avait accès à quasiment rien. Il a eu accès à 4 ou 5 groupes Facebook sur une liste assez conséquente qu'on a. Et sur Wikipédia, en fait, depuis le début, on a une organisation particulière pour Wikipédia, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens sur Wikipédia, enfin, les gens sur Wikipédia sont sous pseudo. Et il y en a qui voulaient rester sous pseudo. Donc, j'aurais dit, OK, on peut rester sous pseudo, mais si les gens sont sous pseudo et qu'on les connaît pas forcément, eh bien, on sait pas qui est forcément derrière. Donc, lui, il est arrivé dans une cellule où les gens sont sous pseudo, mais on a plusieurs cellules Wikipédia. Depuis le début, on a plusieurs groupes Wikipédia. Et depuis le début, on a aussi des gens qui font des modifications sur Wikipédia, qui contribuent à Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est une encyclopédie participative, et qui me réfère directement à moi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il a rien fait tomber du tout. On a toujours des gens sur Wikipédia qui participent à Wikipédia comme ils ont le droit de le faire sur Wikipédia. Et qu'en plus de ça, la grande erreur stratégique, à mon avis, qu'ils ont commise, lui et Wikipédia, c'est que en acceptant, enfin, en reconnaissant qu'il y avait du militantisme sur Wikipédia, ils ont reconnu qu'eux-mêmes étaient militants. Ils ont banni un nombre très faible de militants d'Éric Zemmour de la plateforme, mais ils ont montré à tout le monde qu'il y avait un militantisme wokiste sur Wikipédia. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens qui avaient un doute sur la neutralité de Wikipédia, ce qui n'était plus trop le cas. Vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on était, moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, on nous disait jamais, on fait jamais de texte, on fait jamais rien, jamais aucun travail avec des sources de Wikipédia, parce que Wikipédia n'est pas fiable. Absolument. Et en fait, l'image a changé parce que Wikipédia a réussi à mettre cette idée en tête, qui est pas fausse d'ailleurs. C'est de se dire, si on a beaucoup de cerveaux qui sont ensemble spécialistes à chaque fois de toute petite partie d'un sujet, on va réussir à obtenir la meilleure encyclopédie du monde. Et donc, ils avaient obtenu une bonne image. Une image de neutralité. Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'en fait, derrière, il y a un système de cooptation, il y a des administrateurs, et qu'il y a des enjeux politiques. Et là, ce qui est ressorti pour tout le monde, c'est que finalement, Wikipédia, en parlant juste d'une toute petite cellule qui s'occupait d'une partie de la page d'Éric Zemmour et d'autres pages à côté, eh bien, ils ont reconnu, aux yeux de tous, que Wikipédia, en fait, c'est un endroit où il y a des enjeux politiques, et qui est notamment tenu par la gauche. Et donc, en fait, moi, je résume très simplement. Ils n'ont pas voulu partager leurs jouets, ils ont cassé leurs jouets. C'était une énorme erreur de leur part. Ils avaient les 99%, ils ont voulu avoir 1% restant, ils ont montré à tout le monde que les 99% sont pas 99% neutres, mais c'est 99% qui sont tenus par la gauche. Le boomerang leur est revenu dans la figure aussi vite qu'il était parti. Ah mais complètement. Je le remercie, ce journaliste, d'avoir fait ça, parce que finalement, il nous a beaucoup servi. Et d'ailleurs, sur les plateaux de télévision mainstream, j'allais dire donc de gauche forcément, même ses amis ont considéré que c'était une méthode assez peu recommandable. J'ai entendu Jean-Michel Apathy, qui pourtant ne vous porte pas spécialement dans son cœur, puisqu'il vous a traité de, je crois, d'extrémiste de droite, d'homophobe. Enfin bon, il avait des mots très durs à votre endroit, mais dire à ce Vincent, je ne sais plus comment, que c'était pas des méthodes de journaliste. Absolument, beaucoup de journalistes ont été gênés, et ils ont reconnu le jour même aussi qu'il n'y avait pas grand-chose dans le livre. Voilà, parce que finalement, il n'avait pas accès à grand-chose. Il a voulu faire un buzz, et en fait, le buzz se retourne contre lui et contre ses amis politiques. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui, absolument. Alors, revenons-en à vous. Vous avez été très connu, effectivement, au moment de la manif pour tous. C'est là que le grand public vous a découvert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre engagement de long terme maintenant? Vous êtes jeune, mais vous avez un engagement de long terme, comme on le disait en préambule, contre le mariage homosexuel, contre évidemment la PMA sans père, comme dit Éric Zemmour, ça c'est clair que vous vous y opposez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet engagement, disons traditionnel, on va dire catholique traditionnel? Moi j'aime bien rappeler tout mon engagement. Donc moi j'ai commencé à militer pour la France, j'avais 17 ans. Je me suis engagé à l'UMP parce qu'il y a Nicolas Sarkozy qui était candidat à la présidentielle comme beaucoup de gens à l'époque, en 2007. Donc j'ai commencé à l'UMP. De suite je suis rentré à l'UNI, qui est le mouvement de droite dans les facs. J'ai fait vraiment toutes mes classes à l'UNI, c'est mon école de formation. Donc j'étais responsable à Nîmes de l'UNI, j'étais élu à la fac de Nîmes, j'étais élu au Crous de Montpellier, responsable de la section, donc pendant 2 ans. Vous étiez au conseil d'administration de l'UNI, c'est ça? Conseil d'administration de l'université. De l'université. Responsable de la section locale. Ensuite, je suis monté à Paris en 3e année de droit. Je me suis occupé de plusieurs facs. J'étais élu au Crous de Paris. Et j'ai fait 2 ans au bureau national. Donc en tout, j'ai fait 5 ans à l'UNI.
et donc 2 ans au bureau national, et j'ai été élu au niveau national, aussi Knesser, donc c'est au niveau de l'enseignement supérieur. Donc j'ai appris énormément de choses là-bas, parce que j'ai appris le militantisme de terrain, et en même temps que j'ai commencé à militer à la fac à Nîmes, j'ai commencé à militer sur Facebook. Donc c'est là que j'ai commencé à militer sur les réseaux sociaux, Facebook puis Twitter. Et en fait, toutes les briques de la stratégie numérique actuelle, je les ai apprises année après année, à partir de 2007, parce que d'abord il y a les réseaux sociaux, puis après j'ai appris la partie site, faire des pétitions, faire de l'acquisition, faire de l'emailing, faire de la gestion de contacts. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça nous permet d'avoir une stratégie numérique complète. Et en fait, si vous enlevez un des 5 piliers, une des 5 briques, la stratégie ne tient plus. Et c'est ça que les autres n'ont pas. Les autres, ils ont un petit bout sur les réseaux sociaux, ils ont un petit bout sur les sites, mais à chaque fois, il y a des manquements à droite ou à gauche. Donc, j'étais à l'Uni principalement. De 2012, j'arrête l'Uni, je quitte le bureau national. Je participe aux manifestations contre le mariage gay pendant les quelques mois où c'est passé. En fait, j'ai été connu à ce moment-là parce que je faisais des actions en dehors de la Manif pour tous, d'actions faire du bruit de l'agite propre. Voilà, donc on avait fait quelque chose devant le Sénat. On a fait le camping pour tous devant le Sénat qui a fait un peu de bruit, qui avait été reconnu par le mouvement derrière. Et puis j'avais été agressé pendant la manif pour tous. Pendant les débats, hein, c'est ça, absolument, les débats parlementaires. Exactement, pendant les débats qu'il y avait au Sénat, et nous on était devant le Sénat. Et vous avez subi une violente agression, plus que violente, parce que vous avez été poignardé. Oui, c'est ça. Dans le métro. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je sais toujours pas exactement pourquoi j'ai été poignardé, mais selon la version des agresseurs, c'est qu'ils s'étaient embrouillés avec des gars en boîte, et donc ils avaient envie de taper quelqu'un, qu'ils n'avaient pas pu les taper en boîte et qu'ils avaient envie de taper quelqu'un. Aussi simple que ça. La réalité, c'est que, donc, ce qui s'est passé, pourquoi ça fait du bruit, c'est parce que moi j'avais reçu des menaces de mort pour la première fois. J'avais eu des menaces auparavant, mais pour la première fois, le matin même. Donc c'était sur Twitter, un tweet d'extrême gauche qui disait camarades, anards, gauchos et libertaires, il y a du facho coxé ce soir, suivez Samuel Lafont, rendez-vous à la closerie des Lilas. C'est ça le tweet. Et donc le matin même. Donc moi je vais à la manifestation, comme d'habitude, je fais juste attention au cas où il y ait une horde de mecs qui débarquent pour essayer de s'en prendre à moi. Je finis la manifestation, on a une soirée juste après sur une péniche, on sort de la péniche et on attend le métro parce qu'on était c'était au petit matin, on attend le métro à côté du métro Odéon. En fait, on va dans le métro, on était 4 à ce moment-là, on laisse un ami prendre la ligne 4 du métro Odéon et en remontant le quai de la ligne 4, donc on remonte le quai, on est 3 personnes là à ce moment-là, on remonte le quai pour aller vers la 10. Donc il y a une plateforme pour les gens qui sont pas parisiens, en gros il y a 2 métros à Odéon et en fait il y a le 4 et la 10 et on peut passer d'une ligne à l'autre en passant par une plateforme et en fait en remontant sur le quai il y a des gens qui nous insultent et au niveau de la plateforme là il y a 2 personnes qui nous attaquent directement sans parler, sans rien dire, enfin qui nous tombent dessus et du coup moi je me défends et je protégeais mes amis aussi, enfin bref. Passons, vous êtes boxeur, hein? Oui, voilà, mais je faisais pas mal de sport de combat avant et je fais de la boxe taille maintenant. L'idée c'est qu'en fait, moi je me défends et j'attrape un des gars, ils se rendent bien compte que moi je me défends et que je sais me battre. Et finalement, il y a un 3e gars qui arrive avec un couteau et ils se mettent à 3 contre moi. Donc voilà, donc ça s'est mal terminé pour moi parce que j'étais à 3 contre 1 à la fin et ils ont profité pour me planter. Ils m'ont mis 7 coups de couteau un peu partout dans le corps. Et ils m'ont laissé pour mort, mais finalement je suis pas mort. Et donc j'ai pu me relever, je suis allé sur le quai du métro de la ligne 10 et puis les pompiers sont arrivés rapidement, quelqu'un m'a appelé, je suis parti à l'hôpital. J'ai eu de la chance parce que les coups étaient jusqu'à à chaque fois, mais que j'ai pas eu d'organes vitaux qui ont été touchés. Quel type d'agresseurs? Vous les avez vus? Parce que il me semble que vous aviez dit que vous ne les aviez pas vus. Si, je les ai vus, mais c'était des Cubains, voilà, dont au moins un était réfugié politique. Ils ont eu le couteau facile, voilà. Et donc je suis après... J'étais sur le quai, j'ai été amené directement à l'hôpital par les pompiers et puis ils m'ont mis du sang et j'ai attendu de passer la main à l'hôpital puis je suis sorti, j'étais en fauteuil roulant pendant un moment, je ne pouvais plus marcher et ça a duré comme ça pendant un moment, fauteuil roulant puis les béquilles et puis je me suis remis, maintenant ça va. Vous êtes courageux, hein, courageux physiquement aussi, pas seulement intellectuellement. Ça va rarement de pair, je trouve. Vos convictions catholiques, donc on en parlait, elles sont toujours les mêmes, vous n'avez pas varié. Vous avez retrouvé dans Éric Zemmour l'homme que vous attendiez depuis longtemps ou vous en aviez suivi d'autres avant qui vous avaient déçu? Ouais, ce qui est important pour moi, c'est le combat pour la France. Toujours. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux me battre pour mon pays? Et en fait, j'ai vu quand il y a eu on sentait qu'il y avait quelque chose fin 2020, début 2021, où on voyait qu'en fait, il était possible qu'il y ait une candidature d'Éric Zemmour. On apprécie Éric Zemmour, on est nombreux en France à apprécier Éric Zemmour déjà, avant même qu'il soit candidat, on le soutenait, on regardait ses émissions.
Moi, j'avais déjà soutenu quand il allait être viré du Figaro en 2009, je crois. Il y avait une manifestation devant le Figaro. J'avais déjà participé à plusieurs mobilisations. J'avais participé à une mobilisation. On avait lancé une pétition pour lui après la convention de la droite. Donc, je le connaissais pas bien personnellement, mais on avait déjà échangé rapidement par email. Et en fait, quand j'ai vu l'opportunité de le soutenir, je lui ai écrit fin février 2021 et on s'est vu début mars. Et je lui ai dit, je pense que, j'ai envie de m'engager. Je peux m'occuper du numérique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et que ça peut être un élément qui change tout dans une campagne. Ça a été très rapide entre le moment où vous lui avez écrit et le moment où il vous a embauché finalement. Vous n'aviez pas de contact particulier qui avait facilité cette rencontre? Pas particulier parce que moi je connaissais déjà Sarah Knafo, mais là j'ai écrit directement à Éric Zemmour et on s'est vu tous les trois. Ce qui est bien, c'est qu'il fait confiance. Il fait confiance aux gens. Et donc, il se rend compte qu'il y a un sujet qu'il maîtrise pas forcément, il va poser beaucoup de questions parce qu'il est très curieux. Et dans tous les domaines. Et après, s'il nous dit c'est ok, il fait un choix, comme un chef. C'est un chef. Donc il fait un choix, il dit je vous fais confiance, vous êtes responsable de ça, et puis on avance. Mais c'est incroyable ce qu'il parle de vous. Il parle tout le temps de vous en ce moment. À chaque fois qu'il parle non seulement de la stratégie numérique, mais même, je dirais, de quelconque question autour d'Internet. Samuel Lafont revient systématiquement et il parle de vous comme de son professeur assez souvent. On l'entend. Le fait est qu'on était peu nombreux au début. Au tout début du mouvement, c'est toujours comme ça. On est quelques-uns et puis après ça prend une ampleur énorme. Moi, ce que je tiens à dire véritablement, c'est que je ne pourrais pas le faire tout seul, ça. Si on arrive à avoir la stratégie numérique qu'on a aujourd'hui pour Éric Zemmour, c'est parce qu'on a une équipe exceptionnelle. Moi, j'ai jamais vu des gens aussi bons dans une campagne présidentielle, une campagne politique en général. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont très engagés, je le disais, très engagés et très compétents et qui font les choses de manière efficace. Parce que notre but, c'est de gagner. C'est simple. Nous, on fait campagne pour gagner. Moi, je fais pas campagne pour m'amuser. On peut s'amuser en faisant campagne. Mais on fait campagne pour gagner, c'est pas la même chose. Et là, on a des gens qui sont vraiment déterminés et qui veulent faire gagner Éric Zemmour. Et ça fait une grande différence quand vous avez, dans d'autres mouvements politiques, des gens qui sont attentistes. Vous savez, qui font des calculs, chaque jour, il y a un demi% de plus, on gagne un point, on perd un point, est-ce que quelqu'un va se placer, qui pense déjà aux élections, qu'il y aura législatives, les européennes, les municipales, et qui pense pas à l'élection présidentielle. Alors que nous, on fait tout aujourd'hui. Et tous les gens qui soutiennent Éric Zemmour, les 120 000 adhérents de Reconquête, se mobilisent chaque jour pour faire élire Éric Zemmour président de la République. Et ça nous fait une force, ça nous donne une force incroyable. Vous faites les choses sérieusement sans vous prendre au sérieux finalement. Absolument. C'est l'adage bien connu et c'est vrai qu'on le voit aussi sur le terrain. Toutes les remontées du terrain nous montrent que les militants sont extrêmement engagés et en même temps très très concentrés. Et voilà. Et les deux sont pas incompatibles en fait. Et ils peuvent pas. On sait aussi, pour les gens qui ont été dans d'autres mouvements politiques, que la meilleure ambiance qu'il y a dans la campagne présidentielle, l'équipe qui a la meilleure ambiance, c'est la nôtre. Clairement, c'est la campagne d'Éric Zemmour. Et ils le disent tous, qui viennent de LR, que ce soit des anciens RN, anciens d'hiver droite, des gens qui ont été dans d'autres mouvements politiques le disent très, très nettement. Et en fait, souvent on oppose les deux artificiellement, mais on peut passer une campagne dans laquelle il y a une super ambiance, les gens s'entendent bien, et en même temps très efficace. Et moi je dis souvent que c'est justement parce qu'on cherche à être efficace qu'on a un objectif commun avec tous nos différences. On a des profils différents, des origines différentes, on a des compétences différentes, on a vraiment tous les genres de profils. Mais comme on a un objectif commun, on s'entend tous très rapidement et on arrive à aller avancer ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres ralliements en provenance du Rassemblement National? Bon, vous n'avez pas été adhérent du Front National, mais enfin, ou du Rassemblement National, mais enfin, on en a eu beaucoup ces derniers temps, avec des personnalités très intéressantes qui sont toutes passées par ici, quasiment maintenant. Vous pensez qu'il y en aura d'autres qui vont venir? À l'heure où on se parle, je peux vous dire que hier soir, Marine Le Pen a annoncé que Marion Maréchal rejoindrait Éric Zemmour. Voilà, elle a annoncé à tout le monde que ce serait comme ça et qu'a priori c'était déjà fait. Donc on verra. Et ce qui est certain, c'est qu'on aura d'autres ralliements parce que ça peut venir du RN, ça peut être des divers droites, ça peut être d'autres petits partis de droite, ça peut être également des LR. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, Pécresse est en train de s'écrouler. On verra ça continue après l'enregistrement de cette vidéo, mais Pécresse est en train de s'écrouler au moment où on parle. Et que depuis le Zénith, depuis le meeting raté du Zénith, il y a des LR qui nous écrivent tous les jours. Tous les jours, on a des appels, des SMS, même des gens qui sont encore dans la structure, parce qu'ils n'y croient plus. J'aurais dû commencer par ça. Ce qui différencie les gens qui militent pour Éric Zemmour des autres, c'est d'abord qu'ils y croient. D'abord, vous y croyez, après vous avez de la volonté, et vous savez que vous pouvez appliquer votre volonté au monde. Et donc, vous pouvez écrire l'histoire. Si vous croyez que vous pouvez écrire l'histoire, vous la faites déjà. Mais si vous n'y croyez pas du tout, vous ne la ferez jamais.
Jérôme Rivière disait l'autre jour, il y a un mois maintenant, un mois c'est une éternité en politique, surtout en période de campagne électorale, qu'il fallait pas pousser trop Marion, que c'était difficile pour elle de franchir le pas. Et là, vous êtes en train de nous dire que le Rubicon est déjà quasiment franchi. En tout cas, selon sa tante. Selon sa tante. Mais c'est important ce que vous dites. C'est que moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à la liberté et l'autonomie. Et la manière dont on s'est organisé, je pense qu'une grande différence entre notre campagne numérique et les autres, c'est l'organisation. C'est qu'on a fait confiance aux gens et les gens sont libres et autonomes. C'est-à-dire concrètement, vous avez un organigramme. C'est pas tout le monde est chef de tout le monde dans tous les sens, et donc après il y a plus de chef. Chacun sait ce qu'il a à faire. Donc il y a des chefs de cellules avec des militants à l'intérieur. Chacun sait l'action qu'il a à mener. Il ne se mêle pas des actions à côté, mais tout le monde travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Quand vous regardez les organigrammes, je sais que ça marque beaucoup les journalistes, c'est ça. Moi je montre l'organigramme du pôle numérique et je leur dis regardez les organigrammes des autres mouvements politiques. Vous avez des listes de noms. Et quand vous avez des listes de noms, qui est chef de qui dirige quoi, qui est responsable de quoi, qui doit rendre des comptes et à qui. Et en fait, vous avez jamais ça. Vous avez juste des listes de personnes qui espèrent se placer. Là, c'est pas la même chose pour notre campagne. On a plein de gens très compétents, chacun qui peut être, je peux vous citer plein de cellules. On a la cellule de traduction, on a la cellule sous-titrage, on a la cellule de recrutement, on a la cellule de découpage vidéo, on a la cellule de Zemmour TV, on a, juste pour la partie mobilisation réseaux sociaux, on a la cellule de création de vidéos, la cellule de création de visuels, une cellule de graphisme professionnel, on a une cellule pour, il y a une cellule Wikipédia, il y a toujours une cellule Wikipédia. On a dans le big data, on a plusieurs éléments, plusieurs pôles de développeurs qui développent l'application pour le terrain, qui a développé la cartographie épervier. On a à chaque fois, chaque pôle, chaque cellule est organisée pour donner le meilleur pour la campagne. C'est vraiment très intéressant. Vous faites partie du premier cercle du candidat. Vous êtes au cœur du réacteur nucléaire et vous nous décrivez avec une précision quasi chirurgicale l'organisation de la campagne. C'est tout à fait passionnant. On aura bientôt une vidéo sur le maillage territorial où là aussi les Français pourront se rendre compte de l'organisation quasi militaire, c'est-à-dire verticale et en même temps participative. C'est ça qui est fantastique et ça rejoint l'esprit que vous applaudissiez tout à l'heure chez les militants. Tout à fait. Vertical, mais liberté, autonomie. On fait confiance aux gens pour qu'ils s'organisent là où ils sont. Et en plus, les gens préfèrent ça. La réalité, c'est que quand vous êtes dans une organisation où vous pouvez vous exprimer votre liberté et votre créativité, et qu'elle n'est pas écrasée par une bureaucratie énorme, en fait, c'est mieux pour vous et c'est mieux pour le mouvement. Moi, je dis souvent un truc, c'est qu'au début de la mobilisation sur Internet, j'ai fait la guerre à la charte graphique. Je faisais guerre à la charte graphique parce qu'à chaque fois, les gens sont habitués à travailler avec des chartes graphiques. Et moi, je dis, je ne veux surtout pas de charte graphique. Parce qu'on n'avait aucun intérêt à avoir une charte graphique au début. Il fallait mieux qu'il y ait plein de tempéraments différents qui s'expriment, avec des couleurs différentes, des polices différentes, des types de visuels différents, des formats différents, et que chacun crée sans se limiter dans les univers qu'il connaît. Soit parce que avec sa patte, soit parce qu'il a des préférences. Et si telle ou telle personne veut faire des visuels humoristiques, par exemple, et qu'elle a des références qui sont liées au manga, aux jeux vidéo, aux films, soit des films récents, des plus vieux films, à la musique, eh bien qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Et il fallait surtout pas se limiter sur une charte graphique. Et moi j'ai remarqué que souvent les gens, pour se rassurer, vont à la charte graphique, en disant j'ai une charte, je me mets un boulet au pied. Moi j'ai pas envie qu'on ait des boulets au pied. Ça n'empêche pas d'avoir une charte graphique maintenant. On a une charte graphique pour Reconquête, on a une charte graphique pour Éric Zemmour, on a une charte graphique pour Génération Zemmour. Mais à côté de ça, il y a de la création, il y a une liberté de création. Et nous on incite, moi je crois vraiment à la puissance créatrice des Français. Et donc il faut compter cette puissance créatrice et plutôt que la brider, l'encourager. Je confirme ça à notre petit niveau. On l'a vu après Villepinte. Nous sommes passés sous pavillon Reconquête, comme tous les organes du parti. Et vous avez continué à nous faire une totale confiance et à nous laisser travailler comme on l'entendait, parce que vous considériez que c'était dans l'intérêt du mouvement. Donc je suis absolument reconnaissant de ça et je pense que nos téléspectateurs aussi et surtout. Dernière question, Samuel Lafont. On va gagner, bien sûr. Le 10 avril n'est pas si loin. Quelles sont vos recommandations pour les militants dans les 40 derniers jours maintenant? Qu'est-ce que vous nous engagez à faire? Qu'est-ce que vous les engagez à faire de plus que ce qui a déjà été fait? Il va y avoir un week-end de la Reconquête, les 12 et 13 mars. Quoi d'autre? Moi, j'ai vraiment une recommandation principale. Restez focus. Ça fait des mois qu'on milite. Si on ne veut aucun regret dans les semaines qui viennent, il faut continuer à rester focus. Ce qui est le principal pour nous, c'est de continuer la campagne pour Éric Zemmour. Donc on déroule ce qu'on a mis en place pour l'instant. On a des gens partout en France, on est capable d'aller dans toutes les communes. De voir un maximum de Français. Il faut faire du porte-à-porte massif. Il est prouvé que le porte-à-porte, c'est l'outil électoral majeur pour faire la différence.
Si on regarde les dernières élections présidentielles où le résultat a été serré au premier tour, on voit que si on avait eu du porte-à-porte massif, certains candidats qui ont été éliminés, qui ont fini troisième, auraient pu finir deuxième. Donc le porte-à-porte, c'est devenu l'enjeu majeur des dernières semaines. C'est fondamental. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on doit continuer à créer sur Internet. On doit continuer à créer du mouvement, à être en dynamique, à être les meilleurs. On continue à être les premiers et être les plus visibles, parce qu'on doit rendre Éric Zemmour le plus visible. Il est clair qu'avec le conflit en Ukraine aujourd'hui, c'est compliqué de se faire entendre. Mais il faut bien avoir conscience que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, plutôt que de rentrer dans des débats sans fin, on reste focus sur notre campagne, on sera visible, on sera plus visible que les autres parce qu'on a plus de force de frappe sur Internet que les autres. Et sur le terrain, dès maintenant, un objectif du porte-à-porte, on va voir tous les Français. Ne nous éparpillons pas, c'est ça le mot de la fin. Restons concentrés et surtout enthousiastes comme on l'est depuis maintenant 1 an. On va gagner, on est en train d'écrire l'histoire. Et si on agit bien, nos petits-enfants liront dans le livre d'histoire ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut continuer comme ça. Samuel Lafont, merci beaucoup de cet entretien chaleureux et instructif. On vous souhaite beaucoup de courage pour cette fin de campagne, la dernière ligne droite. À très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci.